se fasse une petite vidéo en mode petit cocon, ambiance cosy. Et pour ça, j'ai pris mon livre. Donc bon, c'est écrit à l'envers pour toi, mais il y a écrit les plus beaux contes du monde entier. Voilà. Donc c'est un livre qui répertorie plusieurs contes de différentes cultures. Donc voilà, c'est plutôt sympa. J'en ai lu quelques-uns, mais il y en a encore beaucoup que j'ai pas lu. Alors sur ce, je te laisse t'installer pendant que je te fais un peu de tapping. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Déjà, ça fait toujours plaisir. Et puis pour soutenir la chaîne, sachant que voilà, les commentaires, ça sert à mettre en avant les vidéos. Donc voilà, n'hésite pas. Ok, alors je vais ouvrir le livre. J'espère que tu es bien installé. Et voilà, je crois que j'en étais là. Alors du coup, le premier conte, c'est un conte qui vient d'Inde et qui s'appelle Le pauvre fermier et le rossignol. Il était une fois un pauvre fermier qui vivait très loin d'ici, en Inde. Il travaillait avec acharnement, mais pouvait à peine subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il ne s'accordait pas le moindre plaisir. Du matin au soir, il travaillait dans les champs. Pourtant, chaque année, la récolte était maigre. En réalité, ces terres auraient dû être fertilisées afin que les cultures s'accroissent, mais le fermier n'avait pas suffisamment d'argent pour acheter ne fût-ce que de l'engrais. Voilà pourquoi il retournait la terre inlassablement et arrachait les mauvaises herbes, mais cela ne servait pas à grand-chose. La récolte restait maigre et le fermier pauvre. Il n'avait qu'un passe-temps, son jardin de roses. C'était déjà un vieux jardin. Le grand-père de son grand-père l'avait planté, et pendant toutes ces années, le jardin avait toujours été bien soigné. De nouvelles roses avaient été plantées, et les espèces anciennes avaient été embellies. On n'y trouvait pas le moindre brin de mauvaises herbes, et lorsque vous pénétriez dans le jardin, l'odeur délicieuse de toutes ces roses venait vous caresser les narines. Au centre du jardin s'élevait un vieil arbre noueux, surmontant un petit banc qui invitait à s'asseoir. Ce banc aussi était séculaire. Lorsque le fermier sortait de chez lui le matin, il se rendait d'abord dans son jardin de roses. Il arrachait quelques mauvaises herbes, coupait les fleurs fanées des rosiers et s'asseyait quelques instants sur le banc
afin de profiter de toute cette splendeur. Ce n'est que là, assis sur le banc de son jardin de roses, qu'il parvenait à oublier l'espace d'un instant tous ses soucis. Un soir, le fermier rentra fatigué de sa journée au champ. Du jardin de roses s'éleva soudain un chant magnifique. Étonné, le fermier s'arrêta. Un rossignol, s'exclama-t-il, comme il chante bien. Je peux être fier de mon jardin de roses. Le rossignol a choisi ce charmant endroit pour y siffler ses plus belles chansons. Satisfait, le fermier alla se coucher. Le lendemain matin, cependant, sa satisfaction fondit comme neige au soleil lorsqu'il sortit de son jardin. Plusieurs roses de son plus beau rosier avaient été abîmées. Le rossignol les avait mangées en guise de petit déjeuner. Le fermier regarda autour de lui avec colère, mais le rossignol ne se montra pas. Le fermier brandit le poing en direction du rossignol, invisible, et s'écria « Ose encore t'approcher d'une de mes roses, espèce de voleur. Peu m'importe que ton chant soit si joli, ne touche pas à mes roses, elles sont tout ce que j'ai. » Le rossignol ne fit pas grand cas de ces menaces, car le lendemain matin et le matin suivant, le fermier trouva encore de nombreuses roses du même rosier tout abîmées. En échange, il entonnait jusque tard le soir son chant le plus mélodieux, mais le fermier ne l'appréciait plus autant qu'au début. Il était agacé et désespéré. Comment pouvait-il empêcher le rossignol de manger ses plus belles roses? Il y réfléchit pendant des jours et des jours, et eut soudain une idée. Il ressortit un vieux filet, et le soir même, dans l'obscurité la plus totale, il alla le tendre au-dessus du rosier, qui était la cible du rossignol. Et ce ne fut pas peine perdue. Le lendemain matin, en ouvrant la porte du jardin, le fermier entendit un piaillement anxieux. Le rossignol, enfermé dans le filet, le regardait avec des yeux effrayés. Le fermier le libéra et l'enferma dans une cage qu'il avait apportée. Soudain, il entendit une petite voix. « Pourquoi tu m'as attrapé ?» Étonné, le fermier regarda autour de lui sans voir personne. « Libère-moi, libère-moi » entendit-il encore. « Que t'ai-je fait ?» Le fermier regarda le rossignol d'un air incrédule. « As-tu dit quelque chose ?» demanda-t-il très bas, car il craignait que sa femme ne l'entende parler à un oiseau et le prenne pour un fou. « Oui, c'est bien moi, » répondit le rossignol avec impatience. « Je t'ai demandé pourquoi tu m'avais attrapé. Comment peux-tu être méchant au point d'enfermer un pauvre rossignol comme moi dans une cage? Je veux être libre, tout comme toi. Que dirais-tu si l'on t'enfermait dans une cage? D'ailleurs, tu devrais me remercier de chanter pour toi tous les soirs. Ne trouves-tu pas cela joli ?» Le fermier acquiesça d'un signe de tête. « Bien sûr que si, » répondit-il, « mais tu as beau chanter merveilleusement bien, chaque matin je retrouve mon plus beau rosier abîmé parce que tu en as mangé quelques roses. » « Le matin j'ai faim, » s'écria le rossignol avec indignation, « et après un petit déjeuner de pétales de rose, ma voix résonne magnifiquement. Si je mangeais autre chose, ma voix résonnerait
comme celle d'un moineau ou d'un merle. Il faut que j'entretienne ma voix, espèce de nigaud. Oui, répondit le fermier, fâché, mais pas en mangeant mes plus beaux pétales de rose. Quoi qu'il en soit, tu m'as puni bien trop sévèrement pour avoir mangé ces quelques pétales, dit le rossignol. Je te trouve bien méchant de m'enfermer à vie pour si peu. Je ne chanterai plus jamais aussi bien qu'en liberté. Il pencha tristement la tête. Il ressemblait à un malheureux tas de plumes dans une cage. Le fermier eut alors pitié de ce pauvre oiseau. Après tout, le rossignol n'avait pas tout à fait tort. Qu'avait-il fait de si grave, sinon manger quelques pétales de rose? De nouvelles roses s'ouvraient tous les jours. Les dégâts n'étaient finalement pas si importants. Si tu me promets de ne plus manger mes plus belles roses, je te libère, lui dit-il d'une voix douce. Le rossignol sauta de joie. C'est vrai, je ne mangerai que les roses qui sont presque fanées. Libère-moi s'il te plaît. Le fermier ouvrit la porte de la cage et suivit le rossignol des yeux avec regret, car il l'aurait bien volontiers ramené chez lui pour l'entendre chanter. Le rossignol s'élança haut dans le ciel et poussa des cris de joie. Pourtant, il revint en un battement d'aile près du fermier qui était allé s'asseoir sur le banc pour le regarder. Puisque tu m'as libéré, je vais te rendre un service, lui dit le rossignol avec reconnaissance en se penchant sur le banc. Finalement, tu es loin d'être aussi méchant que je le pensais. Va chercher une grande bêche et creuse au pied de cet arbre un trou si profond que tu puisses t'y tenir debout. Tu y trouveras alors un vase rempli d'or et d'argent. Tu pourras t'acheter l'engrais dont tu as besoin pour tes champs et tu deviendras tellement riche que tu ne devras plus jamais travailler aussi dur. Crois-tu réellement qu'il y a un vase rempli d'or et d'argent enterré ici? Demanda le fermier en réfléchissant. Il n'y croyait pas beaucoup. Sa famille occupait ce lopin de terre depuis des générations, et si un jour quelqu'un avait enterré dans le sol un vase rempli d'or et d'argent, il l'aurait su. Va donc chercher cette bêche et commence à creuser, répondit le rossignol patiemment. Le fermier haussa les épaules et s'exécuta. Il creusa un trou si profond qu'il pouvait s'y tenir debout. Soudain, il heurta quelque chose de dur avec sa bêche. Il continua à creuser délicatement et à sa grande stupéfaction, il vit apparaître un vase rempli de pièces d'or et d'argent. Le fermier hissa son trésor hors du trou et en renversa le contenu sur le sol. Il regarda la montagne de pièces brillantes d'un air incrédule. « Je suis riche !» s'écria-t-il enfin. « Je suis riche !» Et il se mit à danser frénétiquement en faisant de grands sauts autour de son trésor. « Je vais enfin pouvoir acheter de l'engrais pour mon sol. Ma femme aura une nouvelle robe et je pourrai acheter à mes enfants les jouets qu'ils désirent depuis si longtemps. Merci, petit rossignol, merci. Si tu le désires, je peux manger toute ma vie. Si tu le désires, tu peux manger toute ta vie les roses de mes meilleurs rosiers pour ton petit déjeuner. Tu es mon meilleur ami. » Le rossignol acquiesça, heureux. « Merci beaucoup, dit-il en chantant. Merci, fermier. Je resterai vivre dans ton jardin et chaque soir, je chanterai une chanson pour toi. » Il tendit les ailes et s'élança dans le ciel bleu.
fermier remit son trésor dans le vase et alla tout raconter à sa femme, qui fut folle de joie. Ce jour-là, le fermier et sa famille coulèrent des jours heureux. Son terrain donna de bons fruits et il gagna beaucoup d'argent. Néanmoins, il continua d'aller s'asseoir chaque matin dans son jardin de roses pour soigner ses rosiers, excepté le plus beau. Celui-ci était réservé au petit déjeuner du rossignol, qui chaque soir venait chanter sa chanson la plus mélodieuse. Lorsqu'après leur journée de travail, le fermier et sa femme venaient se reposer sur le banc. Le fermier levait alors la tête et disait à sa femme: «Écoute notre rossignol, comme il chante bien.» Et il se taisait, ravi. Et voilà, ça c'était le premier conte. Alors ensuite, on a un conte qui vient des Pays-Bas et qui s'appelle La veuve de Stavoren. Il y a très très longtemps, Stavoren était le port le plus important de Frise et même de tous les Pays-Bas. Il était situé sur le lac d'Ichsel, qu'on appelait encore Zuiderzee. Il y avait toujours un monde fou dans cette ville. De riches bateaux accostaient et repartaient, avec à leur bord des cargaisons venant du monde entier. Les commerçants de la ville étaient immensément riches, si riches qu'ils habitaient des palais, tous plus beaux les uns que les autres. Certains avaient des portes d'or ou des murs d'argent et des sols de marbre, mais le plus beau palais de la ville appartenait à la veuve Bertha. Elle était la femme la plus riche de la ville et possédait la plupart des bateaux. Ses entrepôts étaient remplis de marchandises coûteuses venant du monde entier, qui lui rapportaient chaque jour énormément d'argent. Elle n'était pas seulement riche, elle était aussi très orgueilleuse. Elle voulait toujours ce qui se faisait de mieux, et chacun devait l'honorer pour sa richesse et son pouvoir. Voilà pourquoi sa maison devait être la plus belle de toutes les maisons de la ville. Ses murs et ses sols étaient en or, sertis d'argent. Au mur pendaient des tapis d'Orient coûteux, et toutes les pièces étaient constellées de diamants, les plus grands et les plus chers. Lorsqu'on y entrait, leur éclat faisait mal aux yeux. La veuve organisait de grandes fêtes, dans le seul but de montrer à quel point elle était riche. Elle faisait couvrir la table des mets les plus coûteux, préparés par les meilleurs cuisiniers du monde. Les personnes qu'elle avait invitées s'empressaient d'accepter son invitation, tant elles étaient curieuses et avides de voir ces mets délicieux. Un jour, un bateau en provenance d'Extrême-Orient accosta dans le port de Stavoren. De la passerelle descendit sur le quai un beau prince d'Orient, vêtu des vêtements les plus coûteux et chaussé de souliers incrustés de diamants. Dès qu'elle entendit parler de sa venue, la veuve Bertha lui envoya une invitation pour un de ses festins coûteux. Lorsque l'étranger entra, il vanta son goût et son magnifique palais. Il lui dit d'avoir déjà beaucoup entendu parler de sa fortune, mais que tout était encore plus beau qu'il ne l'avait pensé. La veuve Bertha rayonnait. Un prince si beau, si riche, venu spécialement pour elle. Le prince regarda également les nombreux plats coûteux sur la grande table et lui demanda s'il pouvait avoir un morceau de pain et du sel. « Du pain !» s'exclama Bertha avec
indignation. Il n'y a pas de pain chez moi. Le pain est réservé aux pauvres, qui n'ont d'autre choix que d'en manger. Pour nous, les riches, devrions-nous manger du pain alors que nous avons les meilleurs fruits, la viande la plus délicieuse et le meilleur poisson? Indignée, elle se mit à table avec ses invités. L'étranger était un invité très agréable. À table, il fit le récit de ses plus merveilleux voyages, et les invités étaient suspendus à ses lèvres. La veuve Bertha en éprouva du dépit. Personne ne faisait plus attention à sa nouvelle robe, ni à sa table richement couverte. Chacun mangeait machinalement et n'avait plus Dieu que pour l'étranger. Pourquoi le prince ne vantait-il pas tous ses mets? La veuve Bertha aurait bien voulu l'entendre vanter les mérites de tous ses délices, et comme le prince continuait à ne rien dire, elle ne put s'empêcher de lui poser la question. « Que pensez-vous de mon dîner, Votre Altesse » demanda-t-elle, intriguée, alors que le calme régnait à table. « Votre repas paraît excellent, répondit le prince. Les meilleurs vins et les meilleurs mets sont ici réunis. Pourtant, le plus précieux de tous n'y est pas. » La veuve s'affola. « Qu'ai-je donc oublié ?» demanda-t-elle, angoissée. Le prince hocha la tête. « Je vous dis que je ne vois pas sur votre table le mets le plus précieux de tous, » répéta-t-il. La veuve Bertha demanda à nouveau de quel mets il pouvait bien s'agir, mais l'étranger hocha la tête et dit seulement « Lorsque vous aurez trouvé ce mets précieux, je reviendrai volontiers manger chez vous. Après tout, avec vos bateaux, il vous sera facile d'envoyer quelqu'un à sa recherche. » Il ne voulut pas en dire plus, quelles que fussent les supplications de la veuve Bertha. Lorsque ses invités furent partis et que le bateau du prince étranger eut repris le chemin de l'Orient, la veuve Bertha appela son trésorier. Celui-ci devait partir sans plus attendre à la recherche de ce mets inestimable. Elle l'envoya chercher le meilleur capitaine de toute sa flotte. Il devait faire charger un bateau de viande salée et de blé afin de nourrir l'équipage durant le voyage. Il devait également emporter les plus beaux diamants, l'or le plus pur et les présents les plus coûteux afin de pouvoir acheter le mets le plus inestimable du monde entier. « N'oublie pas, dit-elle au trésorier, ne reviens pas ici avant d'avoir trouvé cet objet précieux, quel qu'il soit. » Le trésorier partit et le bateau prit le large. Il parcourut les mers durant de longs mois. Il accostait dans chaque port et partout, le trésorier et le capitaine furent invités par les princes, les rois, les cheikh et les empereurs. À chaque visite, ils se firent d'abord offrir du pain et du sel, et ensuite un riche repas. Ils virent ce qui existait de plus magnifique en diamants, parures, vêtements, soie et ainsi de suite, mais la veuve possédait déjà tout cela. Chaque fois, le trésorier faisait nom de la tête. Il décida finalement de prendre le chemin du retour. L'équipage était fatigué de naviguer. Il devait retourner dire à la veuve Bertha qu'il n'avait pas réussi à trouver ce mets inestimable. Mais en mer, ils furent confrontés à une très violente tempête. L'eau pénétrait dans le bateau presque vide et tout le blé réservé à l'équipage fut abîmé par l'eau de mer. Seule la viande salée était encore mangeable, mais personne
se nourrir uniquement de ça, et lorsque le bateau arriva finalement dans un port, la plupart des membres de l'équipage étaient gravement malades. Une fois à quai, le trésorier s'empressa d'acheter du pain pour l'équipage. Les hommes se rétablirent très vite. Le trésorier avait enfin découvert quel était le mets le plus inestimable sur terre, le blé. En effet, sans blé, il est impossible de faire du pain et sans lui, les membres de l'équipage seraient morts. Sans blé, il n'y a pas de vie possible. Il descendit à quai et acheta tout le blé qu'il put trouver. Des grains épais, bien dorés, du meilleur blé qui soit. Content, il prit le chemin du retour sur le bateau chargé à rabord. Lorsque la veuve Bertha entendit que son bateau était de retour au port, elle convoqua immédiatement son trésorier. « Et alors, que m'as-tu rapporté ?» lui demanda-t-elle. « Du blé, madame, » répondit le trésorier rayonnant. « Des grains de blé épais, pleins, magnifiques, venant de la côte baltique. »« Que me racontes-tu là ?» s'exclama la veuve Bertha en colère. « Du blé, cette nourriture de pauvres. Tu veux rire? Est-ce à ça que j'ai dépensé tout mon argent? » Le trésorier s'affola, mais il essaya pourtant d'expliquer pourquoi il avait ramené du blé. Partout où nous sommes allés, nous avons d'abord reçu du pain et du sel comme cadeau de bienvenue, expliqua-t-il courageusement. Tous ces hommes mangent du pain, le monde entier en consomme. Lorsque notre blé fut abîmé en mer et qu'il n'y avait plus de pain, notre équipage est tombé malade. Les hommes ne se sont rétablis que lorsqu'ils purent à nouveau manger du pain. Le pain est nécessaire à la vie et c'est pourquoi il est la richesse la plus inestimable. Les yeux de la veuve Bertha étincelèrent. « De quel côté as-tu chargé le blé ?» demanda-t-elle. « À tribord, » répondit le trésorier avec le plus grand des calmes. « Alors fais-le jeter à bâbord, » décida la veuve froidement. Le trésorier eut beau protester, rien n'y fit. La veuve se précipita, ses jupes flottant au vent, vers le quai et donna au capitaine l'ordre de jeter le blé à bâbord dans la mer. Entre-temps, de nombreuses personnes s'étaient amassées sur le quai, car tout le monde était déjà au courant de l'histoire. Les pauvres surtout trouvaient abominable de voir disparaître ce blé dans la mer. « Donnez-nous votre blé, madame » la supplia un vieux mendiant aux cheveux gris et à la longue barbe. « Nous pourrons le donner à nos enfants qui meurent de faim. » Fâchée, la veuve refusa de la tête. « Ce blé sera jeté par-dessus bord, » cria-t-elle hors d'elle. « Personne n'en mangera. » Sur ces mots, et à son grand étonnement, le vieux mendiant prit l'apparence du prince d'Orient richement vêtu. Il regarda la veuve, menaçant. « Si vous refusez ce blé à ces pauvres gens, un jour vous deviendrez aussi pauvres qu'eux, et à votre tour, vous devrez mendier pour manger, » la prévint-il. Mais la veuve Bertha lui rit au nez. Elle retira une bague onéreuse sertie de diamants et de brillants qu'elle portait au doigt et la jeta dans la mer. « Le jour où moi j'aurai besoin d'un grain de blé, c'est que la mer m'aura ramené cette bague, » s'écria-t-elle. Elle lui tourna le dos et se précipita vers son palais. Quelques jours plus tard, un magnifique poisson, servi avec une sauce délicieuse, lui fut servi comme repas. Mis
Prise en appétit, la veuve se mit à manger lorsque son couteau rencontra quelque chose de dur. Blêmissante de frayeur, elle retira une bague du poisson. C'était sa propre bague qu'elle avait jetée dans la mer quelques jours auparavant. La veuve Bertha s'enferma dans la plus jolie chambre de son palais, mais il était déjà trop tard. À partir de ce jour, tous ses bateaux sombrèrent l'un après l'autre. Ses entrepôts prirent feu et elle dut vendre ses palais. Elle devint si pauvre qu'elle dut mendier aux portes le moindre petit bout de pain, comme le prince d'Orient le lui avait prédit. Le blé qu'elle avait fait jeter par-dessus bord prit racine et forma avec le temps une véritable forêt de tiges creuses et de sable qui bloquèrent l'entrée du port. Aucun bateau ne pouvait plus y pénétrer. Les capitaines cherchèrent d'autres ports où accoster, et petit à petit, Stavoren devint une ville oubliée. Elle se scinda finalement en 2 quartiers. À certains endroits, on voit encore les ruines des vieux palais. Le banc de sable bloquant le port et les tiges de blé ondulant au vent existent toujours et forment ce que les gens appellent encore aujourd'hui le banc de sable de Bertha. Et maintenant, on va passer au dernier conte, qui cette fois-ci est un conte d'Éthiopie et qui s'appelle Le Prince de la Pluie. Au fin fond des forêts éthiopiennes, où personne n'allait presque jamais, vivait dans une cabane, il y a très longtemps, un homme et son fils. L'homme avait été marié autrefois, mais sa femme était morte en donnant le jour à leur enfant. Son chagrin avait été tel qu'il ne voulut plus vivre parmi les hommes. Il voulait vivre avec son chagrin et son fils pour seule compagnie. Un jour, il s'enfonça profondément dans la forêt et y construisit une simple cabane pour lui et son fils, qu'il appela Devi, prénom inventé par sa chère femme pour l'enfant à venir. Devi grandit en solitaire. Son père lui apprit à marcher, à parler, à chasser et à pêcher, mais Devi ne rencontrait jamais personne. Dans ce coin perdu de la forêt, il pouvait tout au plus apercevoir quelques voyageurs égarés. Voilà pourquoi il ne connaissait personne d'autre que son père. Heureusement, il s'entendait bien, car le père de Devi était un homme bon et doux qui aimait beaucoup son fils. Il en était également très fier, car Devi devenait un beau jeune homme qui assimilait à merveille tout ce que son père lui enseignait. Lorsque Devi eut atteint l'âge de 18 ans, une sécheresse épouvantable s'abattit sur le royaume voisin d'Anga. La pluie n'était plus tombée suffisamment depuis plus d'1 an, et chacun commençait à s'inquiéter. Les fermiers se plaignaient de leurs champs asséchés et l'eau des rivières ne suffisait pas pour donner à boire à tous les habitants, les animaux et les cultures du pays. La famine ne tardait donc pas à s'abattre sur le pays tout entier. Le roi était au désespoir. Il avait convoqué plusieurs sages afin de le conseiller. L'un dit que tous les hommes qui possèdent un âne aillent chaque jour chercher 2 sacs d'eau dans la mer afin d'irriguer les champs. Un autre répondit: non, sire, cela ne se peut, car l'eau de mer nuit aux plantes. Elles mourront autant du sel que de la sécheresse. Un autre encore
pluie fraîche et limpide, afin que le pays tout entier en ait à nouveau suffisamment. Sire, il n'y a qu'une solution, dit un conseiller âgé et sage. Cherchons un jeune homme pur et intact, un jeune homme qui n'ait jamais fait de mal et qui n'a que de bonnes intentions. Ramenons-le à Anga et il pleuvra. Les autres conseillers approuvèrent d'un signe de tête, comme seule de la vraie pluie pouvait satisfaire le roi. C'était la seule solution possible. Seul un jeune homme pur saurait contenter les dieux du temps. C'était une vérité vieille depuis des siècles. Reste à savoir où le trouver, dit le roi inquiet. Anga grouille de jeunes gens, mais aucun d'entre eux n'est entièrement pur de corps et d'esprit. J'en connais bien un, dit un gentil conseiller, en se caressant la barbe. Il était originaire du même village que le père de Davy et connaissait son histoire et celle de son fils. Il la raconta au roi et aux autres conseillers. J'ai bien peur, toutefois, que le père n'accepte jamais que nous ramenions son fils à Anga, dit-il découragé. Le roi réfléchit un instant. Soudain, son visage s'éclaira. Je connais le moyen de faire venir ce jeune garçon à Anga, dit-il en riant. Avez-vous donc oublié que j'ai une fille? Elle est la plus belle du pays et en plus, elle est intelligente. Si je lui explique l'affaire, elle fera de son mieux et je ne doute pas un instant qu'elle ne parvienne à persuader ce jeune garçon de l'accompagner. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le roi parla immédiatement à sa fille, qui trouva très amusante l'idée de séduire un gentil garçon. Avec l'accord de son père. Et il est beau, demanda-t-elle avec curiosité. Tu le verras toi-même, répondit le roi avec impatience. Tu n'as pas à l'épouser. La princesse préféra ne pas répondre et commença immédiatement à préparer ses valises pour ce long voyage. Le conseiller lui expliqua où et dans quelle partie de la forêt elle devait chercher le jeune homme. Essaie de n'attirer que son attention à lui, car si son père le remarque, notre ruse échouera, la mit en garde le conseiller, alors que la princesse était déjà à cheval. Il veut seulement vivre tranquillement avec son fils dans la forêt. Après un long et pénible voyage, la princesse arriva enfin à l'orée de la forêt où vivaient Davy et son père. La princesse descendit de cheval, revêtit sa plus jolie robe et se faufila à travers la végétation touffue jusqu'au fin fond de la forêt. Soudain, elle entendit des voix. Elle se dissimula rapidement derrière un gros arbre. Juste à temps, car le père de Davy était sur le point d'aller chercher des fruits dans la forêt. Il adressa quelques mots à son fils. « Je serai de retour avant le coucher du soleil », lui entendit dire la princesse. « D'ici là, nettoie la cabane et mets une bouilloire sur le feu. » Sur ces mots, il partit. La princesse patienta quelques minutes pour plus de sûreté et se dirigea à pas feutrés vers la cabane. De l'intérieur, elle entendait le bruit du balai qui fouettait le sol. Le jeune garçon était manifestement obéissant et courageux. « Bonjour, dit la princesse doucement. Un garçon aux cheveux bruns et bouclés passa la tête par l'embrasure de la porte d'un air surpris et fixa sur elle ses yeux étincelants. Comme il était beau, elle n'avait jamais vu de jeune homme aussi beau et aussi aimable. La princesse
princesse se sentit rougir jusqu'à la racine de ses cheveux. Davy était aussi troublé. Il n'avait jamais rencontré d'autre personne et ne connaissait que son père. Quelle était cette personne bizarre sur le pas de la porte? Il regarda d'un air admiratif le fin visage, les longs cheveux ondulés et les magnifiques vêtements dont dépassaient deux petits pieds. « Qui êtes-vous » demanda-t-il poliment, car son père lui avait appris les bonnes manières. « Mon nom est Télénie et je viens d'Anka, » répondit la princesse timidement. « Et vous, qui êtes-vous » Davy se présenta à son tour. Il offrit à boire et à manger à la princesse, et ils parlèrent toute l'après-midi comme de vieilles connaissances. La princesse connaissait également toute une série de jeux auxquels Davy participa volontiers. Ils riaient et se poursuivaient. Ils jouèrent à cache-cache, à coucou qui est là, et tressèrent des colliers de fleurs pour garnir leurs cheveux. Le soir arriva beaucoup trop vite à leur gré. « Je dois partir, » dit la princesse effrayée, lorsque le soleil eut disparu derrière la cime des arbres. Pensez donc, le père de Davy ne tarderait pas à rentrer, et il n'apprécierait guère sa visite. Relevant ses jupes, elle courut chercher refuge à l'abri des arbres. « Attends, mon père ne va pas tarder à rentrer. Tu pourras faire sa connaissance, » lui cria Davy. Mais il était déjà trop tard. La princesse avait déjà disparu à l'ombre des arbres. Davy en était tout dérouté. Il aurait bien suivi la princesse, mais ce n'était pas possible, car son père se serait fait du mauvais sang. Mais d'un autre côté, sans la princesse, il se sentait terriblement seul. Lorsque le père de Davy entendit ce qui s'était passé, il sut immédiatement que Davy avait reçu la visite d'une femme. « Méfie-toi, » lui mit-il en garde. « Si ça continue, elle t'entraînera avec elle loin d'ici. Qui sait où tu te retrouveras ?» Quelques jours plus tard, le père de Davy dut à nouveau aller dans la forêt constituer des réserves. Il mit de nouveau son fils en garde contre la jeune fille. Mais sitôt son père hors de vue, Davy oublia son avertissement. Cela faisait plusieurs jours que la princesse guettait le grand arbre, et elle put enfin se montrer. Davy était fou de joie. Il la serra dans ses bras et lui offrit toutes sortes de friandises. Ils se remirent à jouer ensemble. Cet après-midi-là, Hélénie lui raconta aussi la terrible sécheresse qui s'était abattue sur son pays. Elle raconta également à Davy qu'il était le seul à pouvoir amener la pluie. « Mais pour ça, il faut que tu m'accompagnes à Anka, » lui dit-elle doucement. « Si tu restes ici, tu ne pourras rien faire pour notre pays. Mon père se fera du souci si je ne suis pas là à son retour, » résista mollement Davy. « Je dois attendre qu'il revienne pour lui expliquer. » Mais Hélénie ne voulait rien entendre. Imaginez-vous, si son père lui interdisait de l'accompagner, elle aurait fait tout cela pour rien. « Si tu le veux, tu pourras m'épouser, » dit-elle, pour l'amadouer. « Je t'aime et je vois que tu m'aimes aussi. Tu deviendras riche et célèbre. Dès qu'il pleuvra à Anka, nous reviendrons chercher ton père et tu pourras t'occuper de lui autant que tu le voudras. Bien mieux que tu ne pourras jamais le faire dans cette cabane. S'il te plaît, partons maintenant. » Le cœur de Davy fondit lorsqu'il vit les yeux
torrentiel se mit à tomber. Tous les habitants du pays asséché sortirent de leur maison et, à genoux, ils remercièrent le ciel de leur envoyer cette eau claire. Les rivières coulèrent à flot et les plantes relevèrent la tête, toutes revigorées. Le roi était fou de joie, car le malheur était conjuré. Il voulut remercier Devi en lui offrant un grand sac rempli de pièces d'or. Mais lorsqu'il vit comment sa fille et le jeune homme se regardaient, il accorda à Devi la main de sa fille. Nulle part ailleurs il ne trouverait meilleur gendre. Le mariage fut célébré en grande pompe dans tout le pays. Le roi envoya chercher le père de Devi, et lorsque celui-ci vit combien son fils était heureux avec la princesse, il embrassa sa nouvelle belle-fille et souhaita au jeune marié tout le bonheur du monde. Devi emmena son père dans le château que le roi avait fait construire pour le jeune